La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça c'est bien intéressant » dit le petit prince. « Ça c'est enfin un véritable métier !» Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Ah !» Le petit prince était déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Et des villes ? Et des fleuves et des déserts ? » « Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe ?»« C'est exact, » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi, un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Fit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il nous fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe, soudain, s'émut. « Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète !» Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. « Alors ?» interrogea le géographe. « Oh, chez moi, » dit le petit prince, « ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. »« On ne sait jamais, » dit le géographe. « J'ai aussi une fleur. »« Nous ne notons pas les fleurs, » dit le géographe. « Pourquoi ça ? C'est le plus joli. » Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère ? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que ça signifie éphémère ? Que les volcans soient éteints ou qu'ils soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que ça signifie éphémère ? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Oh, ma fleur est menacée de disparition prochaine ? Bien sûr ! Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince. Elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi.
Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ?» demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. El séptimo planeta fue por consiguiente la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros. 7,000 geógrafos, 900,000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2,000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los 6 continentes un verdadero ejército de 462,511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en la danza a los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India. Después los de África y Europa. Y finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que 2 veces al año. Cuando uno pretende mostrarse ingenioso, a veces miente un poco. No he sido muy honesto cuando les hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco espacio en la Tierra. Si los 2,000 millones de habitantes que pueblan la Tierra se quedaran parados y un poco apretados, como para un mitin, entrarían fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Se podría amontonar a la humanidad en el menor islote del Pacífico. Los adultos, por supuesto, no les creerán. Ellos se imaginan que ocupan mucho lugar. Se consideran importantes como los baobabs. Aconséjenles entonces hacer el cálculo. Eso les gustará, porque adoran las cifras. Pero no pierdan tiempo en esa penitencia, es inútil. Ustedes tienen confianza en mí. Al Principito, una vez en la Tierra, le resultó pues muy sorprendente no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta, cuando un anillo color de luna se movió en la arena. «Buenas noches», dijo al hacer el Principito. «Buenas noches», dijo la serpiente. «¿Sobre qué planeta caí?», preguntó el Principito. «Sobre la Tierra, en África», respondió la serpiente. «Ah, ¿no hay pues nadie en la Tierra?». «Este es el desierto, no hay nadie en los desiertos. La Tierra es grande», dijo la serpiente. El Principito se sentó en una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. «Me pregunto», dijo, «si las estrellas están iluminadas para que cada uno pueda algún día encontrar la suya. Mira mi planeta, está justo encima nuestro, pero qué lejos». «Es hermoso», dijo la serpiente. «¿Qué vienes a hacer acá?». «Tengo dificultades con una flor», explicó el Principito. «Ah», dijo la serpiente, y ambos se callaron. «¿Dónde están los hombres?», prosiguió finalmente el Principito. «Se está un poco solo en el desierto». «Se está solo también con los hombres», dijo la serpiente. El Principito la miró largo tiempo.
Eres un animal muy extraño, le dijo finalmente, delgado como un dedo. Pero soy más poderosa que el dedo de un rey, dijo la serpiente. El principito sonrió. No eres muy poderosa, ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien toco, lo devuelvo a la tierra de donde salió, agregó. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. Y el principito no respondió nada. Me inspiras compasión, tan débil, en esta tierra de granito. Puedo ayudarte algún día si echas demasiado de menos tu planeta. Puedo... Oh, comprendí perfectamente, dijo el principito. Pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? Los resuelvo todos, dijo la serpiente, y ambos se callaron. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demande poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Les vents les promènent, ils mangent des racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux, et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondit l'écho. Soyez mes amis. Je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Pero sucedió que el principito, habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín cuajado de rosas. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor. ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó estupefacto. Somos las rosas, respondieron estas. ¡Ah!, exclamó el principito y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo, y ahora tenía ante sus ojos más de 5,000, todas semejantes en un solo jardín. Si ella viese todo esto, se decía el principito, se sentiría vejada, tosería muchísimo y simularía morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidados
sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también. Y luego continuó diciéndose: me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso y mis 3 volcanes que apenas me llegan a la rodilla, y uno de los cuales acaso está extinguido para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. Alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince? Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta: qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si
Tu veux un ami? Apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin d'œil. Et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens à n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce que c'est un rite? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop bien, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent d'autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est toujours merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince. « Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard. « Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis, il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai un cadeau d'un secret. » Le petit prince s'enfuit revoir les roses. « Vous n'êtes pas du semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais je l'ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore.
On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma Rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'il vous ressemble. Mais à elle, seule est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma Rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. L'essentiel est invisible sous les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, dijo el guardavías. ¿Qué haces aquí?, dijo el Principito. Clasifico a los viajeros por paquetes de miel, dijo el guardavías. Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un rápido tren iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de las vías. Llevan mucha prisa, dijo el Principito. ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora, dijo el guardavías. Y un segundo tren rápido e iluminado rugió en sentido inverso. ¿Vuelven ya?, preguntó el Principito. No son los mismos, dijo el guardavías. Es un cambio. ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie nunca está contento donde está, dijo el guardavías. Y rugió el trueno de un tercer tren rápido e iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros?, preguntó el Principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardavías. Ahí dentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el Principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca, lloran. Tienen suerte, dijo el guardavías. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'est un marchand de pilules perfectionné qui apaise la soif. On avale une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça?
dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de 53 minutes? On ne fait que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Era el 8º día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, le dije al principito, son muy bonitos sus cuentos, pero yo no he reparado mi avión, no tengo nada para beber y sería muy feliz si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, no se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y replicó, es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro, me dije, nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le basta. El principito me miró y respondió a mi pensamiento, tengo sed también, vamos a buscar un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es aburrido buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de 2 horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en un sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del principito danzaban en mi mente. ¿Tienes sed tú también?, le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta, diciéndome simplemente, el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo, las estrellas son hermosas por una flor que no se ve. Respondí seguramente y miré sin hablar los pliegues que la arena formaba bajo la luna. El desierto es bello, añadió el principito. Era verdad, siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye y sin embargo algo resplandece en el silencio. Lo que más embellece el desierto, dijo el principito, es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, le dije al principito, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que les embellece es invisible. Me gusta, dijo el principito, que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentí emocionado llevando aquel frágil tesoro, y parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba a la luz de la luna aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento y me decía, lo que veo es solo la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa, me dije, lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme, y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que protegerlas, una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo.
Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas aux puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince, tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit, comme gémit une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ?» dit le petit prince. Nous réveillons ce puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. « Laisse-moi faire, lui dis-je, c'est trop lourd pour toi. » Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince. Donne-moi à boire. » Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose que l'aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas, répondis-je, et cependant ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr, répondis-je. Et le petit prince ajouta, mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. J'avais bu, je respirais bien, le sable au lever du jour est couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. Oh, moi qui étais si fière des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes. Et elles sont trop longues. Et il rit encore. Tu es un juste petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts. Oh, ça ira, dit-il. Les enfants savent. J'ai crayonné dans une muselière. Et je le cœur serait en la lui donnant. Tu as des projets que j'ignore. Mais il ne me répondit pas. Il me dit, tu sais, ma chute sur la terre, ça sera demain l'anniversaire. Puis, après un silence, il dit encore, j'étais tombé tout près d'ici. Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvais un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. Alors, ce n'est pas par hasard
que le matin où je t'ai connu, il y a 8 jours, tu te promenais comme ça, tout seul, à 1000 milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute. Le petit prince rougit encore. Et j'ajoutais en incitant, à cause peut-être de l'anniversaire. Le petit prince rougit de nouveau. Il ne me répondait jamais aux questions, mais quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas? Ah, lui dis-je, j'ai peur. Mais s'il m'a répondu, tu dois maintenant travailler, tu dois repartir par ta machine. Je t'attends ici, reviens demain soir. Mais je n'ai pas rassuré, je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on se laisse apprivoiser. Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas ?» disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. « Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. » J'étais à 20 mètres du mur, et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence. « Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? » Je fis halte, le cœur serré. Je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, va-t'en, dit-il. Je veux redescendre. » Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course. Mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser, se faufila entre le pierre avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur, juste à temps pour y recevoir dans le bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. « Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec le serpent ?» J'avais défait son éternel cache-nez d'or, je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » Comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique, « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant. Cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'étais en mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière, et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as eu peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable, et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Mais il me dit, cette nuit, ça fera 1 an.
Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique. À cause de la poulie et de la corde, tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami, tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore. Puis, il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là ?» Et il me prit par la main, mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort, tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. « Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. » Moi, je me taisais. « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » Moi, je me taisais. « Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines. » Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit, parce qu'il avait peur. Il dit encore, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible, et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le vent. » Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit, « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger.
il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile, il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime, la nuit, écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Et voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le Petit Prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non, le Petit Prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre, et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait pas où, un mouton que nous ne connaissons pas, oui ou non, mange heureuse. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente. Mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le Petit Prince a apparu sur Terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique, dans les déserts. Et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.